Cette semaine en jeu du site, industrie automobile, véhicules électriques, comment les concessionnaires automobiles changeront leur modèle d'affaires. Ici Guylaine Beauchemin de Médiaté. Bienvenue à Enjeux 17. Depuis l'implantation de Tesla en 2012, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec se pose des questions sur l'avenir de la vente automobile. Lors d'une consultation privée, 97% de ses membres se sont montrés d'accord à changer le modèle d'affaires actuel. Suivront-ils les traces du modèle d'affaires Tesla? Quels changements les consommateurs peuvent-ils anticiper en termes de services? Et est-ce que la vente directe est destinée à redéfinir l'industrie automobile? Nous avons posé les questions au président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec qui était de passage à Val-d'Or. Monsieur Yann Samyucci, vous êtes le président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Vous êtes en tournée en Abitibi. Qu'est-ce que vous venez faire exactement dans votre tournée au juste? Bien, en premier lieu, c'est de venir voir les 44 concessionnaires de l'Abitibi qui sont ici présents. Puis c'est vraiment de filer le pouls, de sentir le pouls des concessionnaires. C'est quoi leurs enjeux ici dans la région? Là, vous êtes avec monsieur... Bonjour, Marc Moreau. Je suis le permanent pour la Corporation des concessionnaires automobiles du Nord-Ouest, donc l'association régionale ici en Abitibi-Témiscamingue. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a une association qui entoure les concessionnaires ici en Abitibi-Témiscamingue et vous chapeautez, en fait, toutes les associations qui pourraient exister dans chacune des régions du Québec, si je comprends bien. Dans les faits, la Corporation des concessionnaires du Québec représente les 890 concessionnaires du Québec. On les représente virtuellement tous, là. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. 890. Oui. 890 qui sont installés, en fait, dans chacune des régions du Québec. Il n'y a pas une région qui n'est pas desservie en concessionnaire. Puis on représente, nous, toutes les marques. Hein. On ne choisit pas les marques, elles sont toutes membres chez nous. La seule condition, c'est qu'on doit être un distributeur de véhicules qui a un droit de franchise octroyé par un manufacturier. Donc, les seuls qu'on ne représente pas, c'est les manufacturiers qui font de la vente directe, comme Tesla, à titre d'exemple. OK. Mais tout le reste, ce sont des membres chez nous. Puis la corporation, on est là pour les représenter, mais aussi pour leur offrir une multitude de produits et services. OK. Donc, quand vous dites pour les représenter, est-ce que c'est plus dans un aspect politique où on les représente auprès des gouvernements, des différents paliers gouvernementaux reliés à votre service? Absolument. On est une industrie qui est hautement régulée dans toutes ses sphères. Alors, bien entendu qu'on est là pour faire des représentations gouvernementales pour eux, mais on est là aussi pour les représenter publiquement. Hein. Quand vient le temps de faire une entrevue, pour expliquer au grand public c'est quoi l'industrie automobile, bien, c'est notre rôle, la corporation, de le faire. Et je me retrouve à être le principal porte-parole, dans le fond, moi, personnellement, des concessionnaires du Québec. Fait que c'est un peu ce qui nous amène ici aujourd'hui, de pouvoir parler de la bonne nouvelle concessionnaire, qu'est-ce qu'ils font de bien ici au Québec, mais principalement aussi dans la région de l'Abitibi, quels sont leurs enjeux. Bien, la bonne nouvelle du côté des concessionnaires du Québec, puis ça inclut les gens d'Abitibi ici, c'est que fin avril dernier, on a fait ce que je qualifierais un exercice de, je vais trouver les bons mots, là, mais un think tank ou un lac à l'épaule, c'est le mot que je vais utiliser pour les fins de l'exercice, en présence de l'ensemble des concessionnaires du Québec. On était à Québec, au manège militaire, et on avait 52 % de tous les concessionnaires du Québec qui étaient dans une seule et même salle. Wow. Puis on s'est posé des questions. On a dit, c'est quoi notre futur? Quels sont les éléments clés sur lesquels on va devoir jouer pour nous assurer un futur, pour assurer le fait que les clients, les consommateurs vont avoir le désir de venir acquérir leur véhicule dans le réseau des concessionnaires. Parce qu'il y a toutes sortes de modèles d'affaires là, qui se dessinent, des nouveaux modèles d'affaires de vente directe. Là, je viens d'en parler avec Tesla. Oui, Alors nous, on fait le pari que si on prend les bonnes actions maintenant, bien, le consommateur de demain va vouloir acquérir son véhicule dans un réseau de concessionnaires. Pourquoi? Parce que d'une part, on a des éléments assez importants, juste la proximité.
Ici, vous avez 44 concessionnaires dans la région de l'Abitibi. Ouais. Probablement que vous avez un concessionnaire de votre marque à moins de 5 km de chez vous, ici en Abitibi. C'est ça, un concessionnaire. C'est une personne, femme comme homme, on a de plus en plus de femmes concessionnaires dorénavant, qui investit dans sa communauté, qui s'implique dans sa communauté pour servir son client, mais aussi pour servir la communauté. Donc, vous le savez, on a juste à aller se promener dans les arénas. Tiens, ici à Val-d'Or, je suis persuadé que si vous regardez les bandes, bien, il y a probablement 3, 4, 5 concessionnaires qui ont investi dans le hockey mineur pour pouvoir redonner à la communauté. Donc, c'est ça un concessionnaire. Puis aussi, d'un point de vue médiatique, un concessionnaire, bien, c'est essentiellement la principale source de revenus de la plupart des médias du Québec, qu'ils soient écrits, qu'ils soient à la radio, qu'ils soient à la télévision. Donc, on fait partie d'un écosystème et on sert cet écosystème-là. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres modèles d'affaires comme la vente directe. Vous savez, les Tesla de ce monde, puis j'enlève rien à ce qu'ils livrent comme véhicule, ils ont un produit qui est formidable, mais reste que le modèle d'affaires n'amène pas la corporation qui est Tesla à investir dans sa communauté, à avoir cette proximité-là avec ses clients. Donc, ce qu'on a fait fin avril, c'est la proximité. C'est la proximité. Puis c'est ça qu'on veut utiliser comme levier, mais on veut bien le faire aussi parce que, vous le savez, soyons honnêtes, à différents moments, dans les derniers temps, on a eu mauvaise presse, les concessionnaires, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises. Je ne vais pas juger ça. Mais toujours est-il que si on est capable, nous, de s'améliorer même en expérience client, de valoriser qui on est, qu'est-ce qu'on fait, on pense qu'on va gagner finalement le cœur du consommateur, le cœur des Québécois, pour qu'ils achètent dorénavant et pour toujours et pour longtemps leur véhicule dans le réseau des concessionnaires. Donc, c'est le souhait qu'on s'est donné fin avril. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a signé un manifeste, tous les concessionnaires du Québec, à l'effet qu'on devait faire évoluer notre culture comme industrie pour amener réellement, je dirais, l'expérience consommateur au niveau qu'on veut en termes de transparence, d'aisance de rentrer chez son concessionnaire. Encore aujourd'hui, il y a des clients qui ont une crainte de traverser la porte du concessionnaire. « Ah, je vais être obligé de négocier mon véhicule. Oui. Je vais-tu me faire avoir? Est-ce que je vais être traité avec transparence? » Donc, on veut travailler là-dessus. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, de créer un changement au niveau de la notoriété, la crédibilité du concessionnaire en soi, mais plutôt, non pas du concessionnaire, mais des gens qui y travaillent à l'interne. Tout à fait. Ça passe par là. Et peut-être la culture intérieure du concessionnaire, parce que c'est là où que les gens ont peut-être cette tendance-là à dire « Ah, je vais me faire avoir, je m'en vais là », et ça peut peut-être mettre un frein, du moins à l'expérience client. Absolument, puis on veut l'opérer d'une manière fondamentale, cette transformation-là. C'est pas une histoire de relations publiques, puis oui, c'est une histoire de notoriété. Le problème est un problème de notoriété. Mais les leviers sur lesquels on veut jouer, c'est de poser des actions fondamentales dans nos organisations pour régler certaines difficultés, certains problèmes qu'on a, qu'on reconnaît, pour qu'ensuite on puisse dire aux gens, bien voici, on a atteint ce niveau-là, puis on est certain qu'on peut bien vous servir dorénavant. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Ce que je dis, c'est qu'on veut l'amener à un autre niveau dans les faits. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle en premier lieu, parce que c'est tout récent. Puis on l'a fait à la grandeur du Québec. Et tout le monde a accepté, tous les concessionnaires ils ont dit oui à ça. À 97 % on a voté différents points d'action exécutables dans la salle. À 97 % ça a été voté favorablement. On ne s'attendait pas à une réponse aussi nette. Alors, donc, il y avait vraiment un besoin de changement chez les concessionnaires automobiles. Oui. Est-ce que c'est la pandémie qui a créé peut-être cet engouement-là à dire on a besoin d'un changement, on a besoin d'une réalité nouvelle, il faut se repositionner dans le marché? Les facteurs sont multiples. Il faut comprendre une chose, la forte majorité des concessionnaires, je dois le dire, là, ont des saines pratiques, sont déjà, je dirais, à un très bon niveau d'expérience client, mais certains faits d'actualité chez certains concessionnaires récemment nous ont fait très mal. Okay. Puis, tu sais, dans le palmarès... Dans quel sens? Bien, les mauvaises pratiques qui ont été sanctionnées par des autorités publiques comme l'AMF ou l'Office de la protection du consommateur. Fait qu'il s'agit qu'un concessionnaire ait une mauvaise pratique, puis soit sanctionné, puis ça devienne médiatisé pour que l'ensemble du groupe, les 890, soit affecté d'un point de vue réputationnel. Fait que ça, c'est un constat collectif qu'on a fait, puis on se dit, bien, comment faire en sorte que l'ensemble du groupe progresse, puis qu'on n'ait plus ces cas-là. Fait que c'est vraiment ça l'objet de l'exercice. Puis on a trouvé ça, encore une fois, formidable. Ça a été une belle expérience. Puis on s'est rendu compte que tout le monde était arrivé à la bonne place au bon moment. Il n'y a pas eu aucun concessionnaire qui
qui n'étaient pas en phase avec l'exercice qu'on a fait. Alors, pour nous, c'est une réussite, mais aussi, c'est le début de quelque chose. Hein. C'était pas la ligne d'arrivée, c'était plutôt le point de départ. Oui, exact. Fait que là, tout est à faire. Fait qu'on va on va travailler très fort là-dessus à la corporation dans les prochains mois, les prochaines années. Ça va même donner lieu à une certification des concessionnaires qui va être mesurée, qui va être remesurée dans le temps pour qu'on s'assure que le consommateur qui rentre chez un concessionnaire qui est membre de la corporation ait une assurance qui a des standards respectés dans le temps. Bien, on est dans une réalité où il y a une compétition entre concessionnaires, puis je pense que c'est bien ainsi, c'est bon pour le consommateur qu'il y ait une compétition. Hein? Il n'y a pas d'autres marchés de vente au détail plus compétitifs que le nôtre. On a 40 marques différentes, puis par marque, il y a multiplié autant de modèles. Vous savez, on a des téléphones, on a des iPhones, mais si on achète un téléphone cellulaire, demain matin, on a le choix entre quoi, là? Un iPhone ou un Samsung. Hein? On a deux choix. Alors, c'est différent dans l'automobile. Il y a une compétition qui est déjà présente. Maintenant, un constat qu'on a fait à la fin avril, constat collectif, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de prix unique, le fait qu'il y ait une place à négociation lorsque vient le temps d'acheter un véhicule, c'est en soi un frein pour le consommateur pour acquérir le niveau de confiance qu'on aimerait avec lui. La solution, je ne l'ai pas, je vais être honnête et transparent avec vous, je ne l'ai pas présentement. Mais on pense que si un prix unique dans un réseau existait, donc il n'y a pas d'aspect de négociation de prix, on pense que la compétition se ferait sur le bon levier, sur l'expérience client. Et voilà. Et aussi, on pense qu'on viendrait tasser le principal bloquant pour le consommateur qui ne veut pas traverser la porte chez nous, c'est de négocier le prix. Il n'y a personne qui est confortable dans la situation de négociation de prix. C'est culturel, ça s'est installé dans le temps, ça existe. Pour quelle raison? Je ne sais trop, peut-être parce qu'on est dans un marché très compétitif, mais on aimerait ça qu'on transite vers un nouveau modèle. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ça va être quoi la solution, mais on aimerait trouver une solution pour ça aussi. Toi, tu t'occupes de l'association en Abitibi-Témiscamingue qui regroupe combien de concessionnaires? 44 concessionnaires 44. de la région qui sont regroupés pour la Corporation des concessionnaires automobiles du Nord-Ouest. OK. Donc, moi, je suis le représentant. Dans la vie de tous les jours, je suis également un employé du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. OK. Donc, on a, par partenariat ensemble, on a fait, ce qui fait que je suis le permanent de l'association régionale. Donc, c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Autant le Centre de formation professionnelle se rapproche des concessionnaires que les concessionnaires automobiles se rapprochent du centre de formation, donc pour aller chercher de la main-d'œuvre qui va devenir qualifiée là, avec nous ici. Donc, ici, on a un simulateur au niveau de la carrosserie, de la peinture. Donc, on place les lunettes devant notre visage et on peut avoir des pièces, par exemple une porte de voiture à peinturer. Et avec le fusil qu'on a, on va pouvoir simuler la peinture. Donc, le simulateur va nous calculer la vitesse, l'angle, est-ce qu'on est trop près, trop loin. Donc, ce qui fait qu'on est capable de faire différentes pièces, différentes choses, sans utiliser de peinture, mais en voyant les coulisses, on fait des coulisses quand même. Donc, à l'écran, ici, on va pouvoir voir ce que la personne est en train de faire avec les lunettes. La superficie du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue représente 64 143 km². La distance moyenne pour parcourir d'une ville à l'autre est d'environ 88 km. En 2035, la vente de voitures neuves à essence sera interdite au Québec et au Canada. C'est ce qu'annonçaient les gouvernements en novembre 2021. Est-ce que l'industrie automobile sera apte à produire tous ces véhicules avec la pénurie de main-d'œuvre et de matériaux? Le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue sera-t-il prêt à équiper son réseau en électrification? La vraie question se pose. Est-ce que les consommateurs de l'Abitibi-Témiscamingue sont prêts à faire le saut vers un avenir électrique? Les nouveaux éléments que le gouvernement apporte sur l'électrification des véhicules, je pense qu'on est rendu à 2035, je pense, où les véhicules au Québec vont devoir être électrifiés. Ça amène quand même des certains enjeux dans différentes localités du Québec, je crois. Entre autres, ici, on est en Abitibi-Témiscamingue. Disons que les villes ne sont pas rapprochées l'une et l'autre. Et si on a à travailler d'un endroit à l'autre,
ça va prendre des véhicules avec une recharge assez intéressante de ce côté-là. Mais également, nous avons les hivers québécois. En Abitibi, les hivers sont plus longs que bien des autres endroits et sont quand même assez froides. Fait que c'est certains enjeux, ça, que l'Abitibi a par rapport à ça. J'aimerais ça qu'on s'en aille justement sur cet aspect-là et aussi sur le fait de dire que le gouvernement, c'est ce qui impose. Pourquoi c'est pas un choix du consommateur aussi, cet aspect-là? Fait que je ne sais pas si Yann, vous voulez en parler. Avec plaisir. Donc, vous l'avez dit, cible 2035, 100 des véhicules neufs qui sont vendus par les concessionnaires devront être électriques. Alors là, c'est un gros fléau, ça, je pense. On n'est pas si loin que ça, là. C'est demain matin, 2035. Hein? C'est dans 10 ans ou un peu plus. 2030, la cible de véhicules électriques sur les routes est de 2 millions. Le gouvernement actuel vient tout juste de déposer une nouvelle loi qui rehausse les cibles dans les faits, ce qu'on appelle, nous, la norme VZE, la norme véhicule zéro émission. Donc, ça a été rehaussé. On est passé de 1,4 million de véhicules électriques sur les routes du Québec en 2030 à 2 millions du jour au lendemain de par l'effet d'une loi qui va être adoptée au mois de septembre prochain. Alors ça porte son lot de défis, tant pour les organisations qu'on représente, les concessionnaires qui doivent s'adapter, qui doivent changer leurs opérations, qui doivent faire évoluer les compétences, évidemment, de leur force de travail, tant d'un point de vue vente que d'un point de vue technique. Hein? On ne vend pas un véhicule électrique comme on vend un véhicule à essence. Il y a des éléments à connaître pour bien servir le client, pour qu'il puisse avoir une belle expérience aussi. Puis d'un point de vue technique, bien, c'est pas les mêmes mécaniques. Puis il faut tout déployer ça. Puis je pense que le partenariat qu'a le CFP de Val-d'Or ici avec les concessionnaires d'Abitibi est quelque chose d'assez innovant. Vous savez, on a 10 corporations régionales au travers le Québec, nous, à la CCAQ. C'est la seule qui fait ça, puis c'est assez innovant dans le sens que on a compris que, d'une part, notre enjeu numéro 1 chez les concessionnaires, c'est la main-d'œuvre. D'autre part, c'est la compétence de la main-d'œuvre. Donc, l'arrimage, je pense, Marc, que tu as avec les concessionnaires de l'Abitibi est quelque chose d'assez formidable. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ça, je pense, dans un partenariat avec l'environnement académique sur place pour pouvoir atteindre nos objectifs. Puis, effectivement, puis il y a le défi de la formation aussi des véhicules électriques, ce qui est tout nouveau. Donc, nous, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation. Évidemment, on est un centre d'enseignement. Donc, il faut que le ministère de l'Éducation aussi déploie toutes ces formations-là et puisse les offrir à travers la province de Québec au complet aussi. Parce que... Mais il faut aller les chercher, ces formations-là. Là. Donc, est-ce qu'ils sont... C'est directement de l'industrie des véhicules électriques qui vont créer, qui vont donner ces formations-là au CFP, genre? Oui. Bien, nos formateurs au CFP, nos enseignants, sont déjà de plus en plus formés. Il reste quelques formations à suivre. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est de pouvoir former plus d'élèves au niveau des véhicules électriques. Et ça, il y a ce qu'on appelle des attestations d'études professionnelles qui sont émises par le ministère de l'Éducation. Et les dernières qui ont été émises, malheureusement, on n'en a pas eu en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ce qui serait une bonne chose pour nous, là. On est allé un petit peu au prorata des véhicules électriques, là, c'était un des critères, entre autres. Mais ce qui fait qu'actuellement, nous, on n'a pas de programme comme tel de certification pour les véhicules électriques. Mis à part ce que nos enseignants font déjà ici et là, grâce à des concessionnaires notamment qui nous ont fourni des véhicules électriques pour qu'on puisse faire travailler nos élèves dessus. Donc ça, c'est une chose. Et il y a des entreprises également qui manifestent l'intérêt pour qu'on puisse aller former leurs employés. Puis il y a d'autres défis, vous l'avez mentionné, notre grandeur de territoire au Québec. On est ici en Abitibi. Est-ce que c'est possible et envisageable aujourd'hui, avec un véhicule électrique qui fait en moyenne à peu près 300 km d'autonomie en été, dans des bonnes conditions, de dire ça devient mon seul véhicule? Et voilà. Hein, souvent, il faut sortir de la région. Je sais que les gens d'Abitibi, on voit souvent à Montréal, traverser le parc de la Vérandrie. Comment on se recharge maintenant? Puis moi, ce qu'on me dit, c'est que le réseau de recharge public est très mal développé le long de la 117 présentement. Donc, c'est un partenariat qu'on a. Le gouvernement nous impose certaines cibles. Nous, on dit, OK, en bon français, on est all-in. On va tout faire pour réaliser vos cibles. On le fait pour nos enfants, on le fait pour l'environnement. On veut assainir le parc automobile. Ça va. On est là. Maintenant, on ne peut pas être là seul. C'est un changement sociétal qu'on exige.
Exact. Alors, il faut que le gouvernement soit là avec nous. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, je dis qu'il pourrait être à un autre niveau, surtout en termes d'infrastructure de recharge. On pense qu'il y a eu des bonnes nouvelles récentes au sein de ce gouvernement-là, le gouvernement de la CAQ, annoncé par le ministre Charette récemment en termes de réinvestissement dans le réseau de recharge. Il y a le fédéral qui est là aussi, mais on pense que ce n'est pas suffisant. Parce qu'un des principaux freins pour le consommateur, il va avoir la certitude qu'il ne sera pas dans le trouble, qu'il va pouvoir se rendre à destination sans avoir à attendre des heures à l'unique borne de recharge publique qui existe sur son chemin. Alors, c'est une histoire comment je dirais ça, de poule et d'œuf aussi. Alors, on pense, nous, puis c'est ce que l'industrie demande, investissons massivement, rapidement dans le réseau de bornes de recharge pour enlever le frein parfois mental du consommateur dans l'acquisition du véhicule. Première étape. Deuxième étape, on est dans un contexte où tout coûte cher et tout continue de coûter cher, puis on a une inflation qui est assez fulgurante, puis la norme d'inflation, c'est 2 par année. Certains économistes pensent à dire, bien, notre nouvelle norme, ça ne sera plus 2 ça va être 4 et plus. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la capacité de payer des Québécois va être limitée aussi. Le véhicule électrique coûte plus cher que le véhicule à essence encore aujourd'hui. Ça va être le cas pour plusieurs années encore. Il faut que le gouvernement maintienne ses incitatifs de rabais à l'achat de véhicules électriques. Ça, c'est le deuxième élément dans le partenariat qu'on a à l'industrie avec le gouvernement. On doit continuer ça. Après, on a des défis, mais on a aussi certainement un changement de culture aussi à opérer. Nécessairement, le véhicule électrique sous-tend qu'on doit changer nos comportements face à nos déplacements individuels. On doit pouvoir les prévoir. Et ça, on a beau investir massivement dans l'infrastructure, on a beau investir massivement dans les incitatifs. Les gens qui acquièrent un véhicule électrique ont, en première étape, besoin de changer leur approche face au véhicule. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On parle d'un changement de culture. Alors, ces choses-là prennent du temps. Donc, nous, notre préoccupation, c'est qu'on veuille faire trop rapidement et que les Québécois n'embarquent pas. Les concessionnaires, on est là. Mais il faut embarquer les Québécois aussi. Alors ça, c'est un des grands défis qu'on a. Puis je pense qu'en Abitibi, ici, ça va être un très, très grand défi, le réseau de recharge, parce que quelqu'un pourrait très bien avoir un véhicule électrique puis se promener ici à l'intérieur de Val-d'Or, aller à Rouen, même sans aucun problème, aller-retour, ça va. Et quand vient le temps de sortir complètement de la région, aller au sud, aller vers Montréal, c'est là que ça devient un défi. Puis on ne voudrait pas que, pour un choix sociétal, bien, on isole nos régions, là. Ça ne ferait aucun sens, surtout qu'en termes de transport interrégional, je vais le dire, là, on est isolé ici en Abitibi. Là. Je veux dire, une fois sur deux que je veux voler vers l'Abitibi, bien, mon vol est annulé. C'est ça, exactement. Alors, on a cette problématique-là. Il y a d'autres problématiques aussi, mais où ce que je veux en venir, c'est que la charge de la batterie n'est pas autant efficace l'hiver que l'été non plus. Exact. Donc, on va se retrouver à faire des heures de route pour aller à un endroit parce qu'on travaille sur la route. Et là, il va falloir attendre combien de temps pour se recharger sur place pour revenir? C'est une autre histoire aussi. La borne, là, c'est beau, là, mais tu t'en vas à l'essence, ça prend 10 minutes, c'est fait. T'es gazé, tu as ton essence pour partir. Mais avec une borne de recharge, ça va prendre combien de temps avant d'être rechargé, puis de repartir et continuer ma route? Absolument. Bien, à supposer que la borne soit existante, déjà, qu'elle soit libre, bien, tu sais, dépendamment du type de borne puis de véhicule, ça peut être à peu près une vingtaine de minutes au mieux. Là. Une vingtaine de minutes pour charger jusqu'à 80 % de la batterie. À partir de 80 % les véhicules sont conçus pour que ça soit beaucoup plus lent pour atteindre le 100 pour des raisons de protection d'équipement, protection de la batterie. Donc, atteindre 80 % en 20 minutes, dans un contexte hivernal où des fois, quand il fait très froid, on va perdre entre 30 et 40 % du niveau d'autonomie. Il faut tenir compte de ça dans les calculs lorsque vient le temps de décider quel genre de véhicule j'ai besoin pour mes besoins. Alors oui, il y a des grands défis reliés à ça. Et puis, il y a un autre défi qu'on voit beaucoup. Il y a certaines personnes en Abitibi qui ont des véhicules électriques l'hiver, ils se promènent, mais il n'y a pas de chauffage, les vitres sont buées, parce que justement, on veut faire en sorte que la charge se maintienne jusqu'à temps qu'on arrive à la destination. C'est une autre problématique, ça, là. On ne veut pas... Disons que si on est perd une certaine qualité. Si on est pris pour faire ça, disons que le défi va être d'autant plus grand.
moi, je pars du principe qu'il faut faciliter la vie des gens pour les embarquer dans le projet. Il y aura toujours une petite adaptation. Mais le moins d'adaptation requise nécessaire, le plus vite on va être capable d'embarquer nos gens. Encore une fois, c'est juste une question. On est-tu rendu là? Est-ce qu'on va trop vite présentement? Qu'est-ce qui est réaliste? Soyons pragmatiques. Respectons le fait que notre territoire québécois est grand, diversifié. Prenons en considération l'ensemble des réalités régionales. L'Abitibi, je ne vais pas le dire dans ces mots-là, ça a l'air bête, là, mais vous êtes relativement isolé, selon votre situation géographique, puis l'accès aussi via le réseau routier ou aérien, quand ça fonctionne. Alors, il faut tenir compte de ça. Alors, il faut faire attention à plaquer une norme par une loi rigide à la grandeur du Québec. Le monde est plus complexe que ça. Alors, c'est vraiment le défi qu'on aura demain. Ça vient d'où pour lui de dire du jour au lendemain, OK, voici, c'est la nouvelle norme à partir de 2035, il faut tout ça change. Est-ce qu'ils ont fait des consultations auprès de la corporation, auprès de l'association, auprès des concessionnaires, de prendre le pouls aussi des différentes localités et régions du Québec, les régions éloignées, entre autres? Es-tu venu chercher ce pouls-là pour émettre une décision comme ça? Je dois dire qu'on est dans ce genre de décision importante-là, on est consulté. Ils savent très bien que l'électrification des transports passe par le réseau des concessionnaires de la CCAQ. Nécessairement, c'est nous qui allons livrer les véhicules. Donc, oui, des consultations, il y en a eu. Il y en a eu plusieurs même, mais entre consulter et considérer, des fois, il peut y avoir un certain gap, en bon français, un certain écart. C'est ça. Alors, on avait, nous, une multitude d'arguments, puis bien entendu, on a consulté nos régions sur ce genre de questions-là. Est-ce qu'ils ont tous été considérés? La réponse, c'est non. Puis, savez-vous quoi? C'est correct. Hein? On n'a pas été élus, nous. Il y a un gouvernement élu qui prend des décisions pour les Québécois selon ce qu'il croit bon. Je ne pense pas qu'il y ait personne de mal intentionné. Maintenant, réalistement, est-ce qu'on va atteindre le fameux 2 millions? Moi, je dis si le gouvernement assume sa portion du contrat ou sa portion de la collaboration jusqu'au bout, il en fait même davantage. Je le répète, là, mais infrastructure de recharge, premier élément. Incitatif, deuxième élément. Si, peut-être qu'on va l'atteindre. Puis pourquoi je dis peut-être? La chaîne d'approvisionnement de la dernière année, dans les dernières années, ça a été difficile. On a eu le challenge d'abord de repartir, d'arrêter de repartir des usines avec la COVID. On a eu la difficulté d'approvisionnement des matériaux critiques pour construire les batteries. On a eu la difficulté des matériaux critiques pour construire les fameuses chips électroniques avec une demande croissance de tout matériel électronique. Donc, on est en compétition contre les téléphones, contre les ordinateurs pour avoir des micropuces électroniques pour nos véhicules. Ça a chamboulé complètement l'approche livraison en temps réel. Vous savez, c'est un modèle qui avait été même inventé par Toyota à l'époque. Là, on est dans une autre dynamique. Mais encore aujourd'hui, pour la majorité des marques, on n'est pas capable d'avoir le véhicule que vous voulez au moment où vous le voulez. Pour bien des véhicules, ça prend des mois, voire des années à l'obtenir. Effectivement. C'est-tu une mauvaise volonté de l'industrie? La réponse est non, bien entendu. Plus on les avait rapidement, plus on vous en vendrait, plus on serait heureux, nous, les concessionnaires. Mais il y a quand même la pénurie de main-d'œuvre qui est là. Pénurie de main-d'œuvre, pénurie de tout, finalement. On manque de tout, c'est pas compliqué. Alors, est-ce qu'une cible fixe, cristallisée dans le temps, qu'on prend pour les 12 prochaines années, fait du sens dans le contexte chaotique d'approvisionnement dans lequel on est présentement? Quel sera notre prochain défi dans 5 ans? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, ça va être quoi, mais je peux vous dire qu'il va en avoir un, certainement. Alors, c'est là le risque qu'on a quand même. Puis une réalité qu'on vit chez nous aussi, c'est le fait que souvent les gens vont dans des endroits éloignés. Chasse, pêche est une réalité chez nous. Là. Partir avec un véhicule électrique, aller à la chasse, à 300 km dans le bois, c'est impensable parce que tu vas partir une semaine, 2 semaines, recharger. Ça prend des camions. Mais il va falloir le recharger, ce camion-là, quand on va aller à la pêche et à la chasse. C'est ça, ça existe, mais il faut le charger. Il faut le charger, là. On va recommencer justement là-dessus, sur ces défis-là locaux que le gouvernement nous amène à imposer un ratio pour 2035, mais les défis locaux sont quand même là, puis sont très importants. Avec un contexte où l'industrie automobile manque de main-d'œuvre et de matériaux, est-ce que l'année 2035 est toujours plausible dans la faisabilité avec tous ces enjeux?